Apple vient peut-être de sortir une nouvelle manière de vivre un trailer. Microsoft et ROG s'associent sur une toute nouvelle console portable, la ROG Xbox Ally, et on va vous raconter les coulisses de Vivatech. On y était et Mathieu a pu faire le tour du salon avec beaucoup de belles choses, vous allez le voir. Hello, c'est Quentin et bienvenue sur la bulle de la semaine, votre condensé des actualités tech et design. Comment ça va mes petits osios là? Écoute, on est là. Ça fait plaisir. Moi, je suis de plus vous avoir. reposé que vous, je pense. Moi, j'étais pas Vivatech. Vous y étiez. Ouais, mais c'est pas Vivatech qui m'a tué. Hein. Ah ouais. Bah là, pour tout vous dire, on enregistre un dimanche parce que les emplois du temps se sont un peu bousculés. Et hier, j'étais avec la famille. On est resté toute la journée en mode reçoit. Mais tu sais, quand tu commences un barbecue et qui commence pas à midi, qui commence à 16h, mais toi, t'es déjà là depuis midi. T'as déjà bien bu, t'as C'est pas. le traquenard. C'est Le barbecue. Je crois qu'on était dans la même situation il y a pas longtemps. On avait fait un barbecue chez moi. Le barbecue, il a commencé à Et midi. ouais, c'est ça. Il a terminé à 22h. Et dans le barbecue, il y a eu un barbecue. Ouais, c'est exactement cette même situation. Une journée Je suis- bière à la main, sous le soleil. Non, c'est. Je suis fracassé. Mais par contre, Mathieu, lui, alors cette semaine, t'as fait plein de trucs gros. C'est fou. Ouais, j'ai fait n'importe quoi. Il est affalé. La on est là. semaine du n'importe quoi, en fait. J'ai fait Vivatech, du coup, pour lequel j'ai bossé, pas en tant que créateur de contenu, mais j'ai accompagné des boîtes pour des tours personnalisés, ce qui a permis aussi également de rusher plein de stands, tu vois, et de voir pas mal de petites choses pour avoir un peu l'essence du salon. Et puis, parce que le monde, il est chelou, il y a un univers qui existe où à la fin de ce salon, je vais au Parc des Princes et puis je fais un foot. Un Ça, five. c'est un peu cool, ça. C'est un truc, c'est mec, délirant. tu m'aurais dit ça un jour que ça m'arriverait dans ma vie, jamais je te crois. C'est trop bien. C'est fou. On va tout vous raconter. Et pour tout vous dire, Vivatech, c'était un peu le gros salon Ouais, tech c'est- en c'est France. ça. Ouais. Je pense que c'est devenu le plus gros aujourd'hui. On me dit que c'est le plus grand salon d'Europe, mais après, franchement, avec Peut-être le même LIFA, d'Europe. En tout cas, il y a des beaux intervenants qui viennent chaque année. Il y a des belles représentations. Ouais, c'est pas que franco-français quand même. Hein. T'as Ouais. pas Ah mal de non, trucs non, non, étrangers. en vrai, c'est parce que nous, on a du mal à le voir parce qu'il est très axé B2B, mais c'est genre l'équivalent aujourd'hui d'un MWC, tu vois, d'un IFA de Berlin, peut-être pas d'un CES, tu vois, mais c'est genre. Ouais, on après, est sur ce c'est quand charisme-là. même très B2B, beaucoup destiné aux employés et aux autres entreprises finalement. Le MWC, c'est quand même beaucoup tourné maintenant sur des créateurs de contenu depuis un certain temps. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Mais il y a des petites fulgurances. On mais sent il y en que, a, ouais. on sent que Vivatech est un peu en train d'essayer de migrer du côté B2B et d'élargir l'audience. On fait quand même venir des grosses têtes. Hein. On a eu Complètement. Jensen Huang de Nvidia qui est venu. Ça, on se rend pas compte, mais c'est charmé quand même. Hein. Mais oui. D'avoir fait déplacer Et le numéro 1 de chez Nvidia, c'est quand même cool. Sachant que c'est pas la première année qu'ils ont un coup d'éclat, parce qu'il y a un an ou deux de cela, il y avait Elon Musk qui était venu. Tu vois, maintenant, ils viennent tous sur ce salon-là comme un autre grand salon. Quoi. Anecdote, j'étais dans les salles des conférences pour écouter différents intervenants. Il y a Joe Tsai qui est intervenu, qui est le cofondateur de Alibaba.com, Ouais. qui a aidé Jack Ma à monter la structure, etc. Qui aujourd'hui est chairman de Alibaba, donc il siège au conseil d'administration. Ouais. Parce qu'il voulait se détacher un petit peu. Il est resté plus de 25 ans et voulait faire autre chose. Et c'était trop drôle parce que la manière dont il l'a dit, il était en mode oui, bon, du coup, aujourd'hui, je suis chairman parce que je voulais faire d'autres activités, voilà, parce qu'il y a d'autres trucs qui me passionnent dans la vie. Du coup, j'ai acheté les Brooklyn Nets et après, il l'a dit vraiment normal, comme si j'avais acheté une Clio 5. Exactement. Vraiment, j'ai acheté les Brooklyn Voilà. Nets. Ok, Les quoi, frérot. exactement. Les Brooklyn Nets. C'est quoi les C'est un groupe de, enfin, c'est pas un groupe, c'est un club de NBA. De Brooklyn. Oui, les Ah. Brooklyn Nets. Les Nets Brooklyn de Nets, ok, Exactement. d'accord. J'ai cru que c'était Brooklyn Nets en mode il a acheté Internet ou un truc comme ça. Je Ah crois. ouais, non, le mec a sorti comme ça qu'il avait acheté Non, un ouais. club de NBA. Au calme. C'est au calme. Bon, après, ils sont 12e de la sélection, mais bon, c'est autre chose. Il a acheté le Metz Football Club, C'est ça. le Metz FC. Le FC Versailles. C'est ça. Mais non, en tout cas, c'était lunaire. Mais il y a des beaux intervenants comme ça qui viennent, qui enrichissent beaucoup les conversations. Il y a eu beaucoup d'interventions sur l'IA notamment. D'ailleurs, on vous a préparé un sujet hors série en tout cas, sur l'IA, comment on l'utilise nous. Et en plus, on a eu la chance d'avoir mon papa qui bosse un petit peu dans ce domaine-là. Ouais. Donc c'était cool de pouvoir avoir cet échange comme ça. Écoutez, je pense qu'on peut directement attaquer avec Vivatech puisqu'on en parle depuis le début. Bah, écoutez, moi j'y étais pas. Les retours que j'ai eu, déjà, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais que le truc que je critiquais de Vivatech les 2 dernières éditions, c'est que c'était très logiciel.
Alors qu'avant, c'était un peu paillette, tu vois, t'avais des robots, t'avais des trucs, t'avais les pods, tu sais, pour faire des conférences, t'avais tout un tas de trucs qui étaient matériels que tu pouvais toucher. Ouais. Et j'ai l'impression que c'est un peu ce qui commence à revenir là dans le salon. C'est vrai qu'il y a eu une grosse vibe, notamment avec l'arrivée de l'IA qui a bousculé un peu tous ces trucs-là, où en fait tu sentais que les constructeurs étaient obligés de mettre de l'IA, mais donc aujourd'hui, enfin à ce moment-là en tout cas, c'était pas palpable. Ouais, c'est ça. C'était que des trucs logiciels, donc effectivement il y avait plein de trucs différents. Et je trouve que cette année il y a eu un retour du matos. Effectivement, il y a beaucoup plus de trucs intéressants. C'est marrant parce que moi, j'ai pas eu du tout le même son de cloche. Je te dis ça par rapport aux clients que j'ai, avec qui on a fait des tours. Donc, tu sais, l'objectif, c'est de faire des tours personnalisés. Et en fait... T'es missionné en fait par les entreprises pour aller visiter différents ouais, stands. en gros, je suis employé par une boîte qui, elle, a des clients. Donc, c'est la BNP, c'est Enedis, c'est LVMH, c'est Orange. Ça peut être tout un tas de clients. Et en fait, l'objectif, c'est de faire venir soit les décideurs, soit même les salariés et de leur faire passer 2 heures, entre guillemets, avec moi. Ça peut être des tours d'1 heure ou de 2 heures. Et au lieu de les laisser vagabonder dans le salon comme ça, sans trop savoir, et ben, on présélectionne pour eux des stands qui sont un peu dans leur cœur de business. Et avec en même des temps, innovations cool à découvrir. avec aussi entre deux des innovations cool et tout, pour un peu aérer, pour éviter que ce soit juste Ouais. on bute à de très l'information. B2B finalement. Voilà. Et en fait, c'est un des reproches qui a été un peu fait, c'est que ça manquait justement de produits, peut-être de hardware. On a vu beaucoup, nous, de stands logiciels où on regardait des écrans. Typiquement, je te disais ça par rapport aux autres éditions, moi, l'année d'avant, où j'avais vu, il y avait beaucoup de drones. Il y a eu une phase, moi, je me souviens d'un Vivatech, il y avait pas mal de drones. Il y avait des drones, il y comme avait aussi beaucoup de trucs. Je me souviens sur un stand de la Poste, par exemple, où il y avait beaucoup d'exosquelettes ça. Exactement. que tu pouvais manipuler très ouvert au public finalement. Mais certes, vous n'avez pas tort, il y avait quand même aussi des robots. On va en reparler justement. J'ai peut-être une petite anecdote à vous raconter sur des robots. Mais ouais. Voilà, c'est vraiment. Après, tu vois, c'est des ressentis des uns et des autres. C'est vrai que ça peut. Mais après, on partait de très loin. Moi, mon commentaire, c'était que, comment dire, il y a 2 ans, je crois que j'avais vu un robot et c'était pas un robot, c'était plutôt un espèce d'exosquelette en mode fauteuil roulant pour les personnes en situation de handicap, Ouais. pour les personnes à mobilité réduite. Mais mis à part ça, il y avait rien. Mhm. Et je fais la comparaison entre l'époque avant le Covid, où quand on se déplaçait, c'était la folie. Toi, c'était ton paradis. T'avais des stands de XR, de AR et tout. On Ouais, avait tout à fait. partout. Ouais. T'avais tout. C'était la démocratisation du télétravail. Donc, t'avais tout un tas de techno, de Il y avait bureaux la connectés. fameuse F1 de Lewis Hamilton. Il y avait la F1 dans laquelle on avait pris une photo à l'époque parce qu'on s'était retrouvé un peu là-bas. On s'était coordonné au dernier moment pour y aller. Grave. Mais c'était, comment dire, c'était le salon du rêve en fait. C'était le salon où vraiment tu y allais, tu avais des étoiles dans les yeux parce que tu avais tellement de matériel à tripoter. C'était fou. Moi, j'ai quelques chiffres rapides à vous donner pour vous donner un peu l'ampleur du truc. Ils ont eu 165 000 participants au Ok. global sur le salon. On a 13 500 startups qui ont exposé dedans. Ah putain! 3 500 exposants, c'est les entreprises même là. Et 3 200 investisseurs qui ont vadrouillé, parce que c'est un peu ça le but souvent de Vivatech. Bien sûr. C'est d'essayer d'attirer l'investisseur pour mettre des sous. Et il y avait 7 grands thèmes qui avaient été abordés. L'intelligence artificielle, bien sûr. Rewan, tu vas être content, la cybersécurité et le calcul quantique étaient dans la place aussi également. Comment faire autrement? On nous parle de développement durable, de climat et de mobilité, de santé et de longévité, du monde du télétravail réinventé, de l'industrie créative et du jeu vidéo. Je te cache pas que je l'ai pas vu. J'ai pas vu le jeu Moi vidéo. non plus, absolument pas. Donc, par contre, c'est les infos Vivatech, donc je te les donne. Et on parle d'éthique et de vie privée et de gouvernance. Et par contre, ce dernier point, la gouvernance, tu sens que c'est au cœur des sujets parce que on en parle souvent dans ce podcast. La géopolitique est jamais très loin. Mais du coup, voilà. Et pour finir sur cette géopolitique, j'étais quand même content de me dire, à un moment, je me suis arrêté. J'ai regardé un peu autour de moi et je me suis dit, c'est quand même cool qu'avec toutes les dingueries qui se passent en ce moment, on arrive quand même encore à réunir les gens de différents horizons C'est vrai. et que les gens arrivent encore à se parler. Il y avait la Corée, la Chine, le Canada qui était le pays d'ailleurs, on va dire, mis à l'honneur cette année. Il y avait la Turquie, il y avait tous les Émirats et tout ça. Bref. Parce que pour ceux qui peut-être qui découvrent le podcast, quand là le sujet de la gouvernance, c'est par rapport notamment à l'éthique et le fait de garder des technologies qui sont souveraines, qui sont européennes, qui sont françaises, comparé à des acteurs qui sont soit américains, soit chinois ou asiatiques dans un contexte un peu compliqué. Tu vois, Ouais. par rapport à d'autres salons qu'on a pu faire dans le domaine de la tech, parce que Vivatech, c'est aussi et surtout de la technologie, je trouve que les stands sont vraiment très jolis.
Ouais. J'ai l'exemple en tête du stand LVMH qui a fait un truc magnifique, L'Oréal. Il y a vraiment, tu sens qu'ils veulent mettre du savoir-faire, pas que dans le bon, bah regardez, on a de l'IA, on a de la robotique, on a des trucs. Juste, c'est visuellement beau. Le salon, il a une belle vibe, c'est bien Franchement, agencé. il y a un C'est vrai bien truc. agencé. Ouais, C'est c'est ça que j'allais bien dire agencé. aussi. C'est pas le bordel, c'est pas la Paris Games Tu vois, Week, CES, tu vois, ça dégueule pas de ouais, partout. ou le c'est pas le CES, même des public. fois, c'est un peu. Tu sens qu'on met des stands Ouais, un peu partout c'est et vrai. c'est un peu la foire de la tartine. Je sais pas trop quoi dire. La foire fouille. La foire fouille, ouais, voilà. Mais Et LVMH par exemple, il y avait c'était cool. vu que dans LVMH il y a Louis Vuitton notamment, bah il y avait les caisses et le trophée avec la FIA pour la Formule 1. Qui est sponsor Qui officiel est sponsor depuis officiel cette maintenant. saison, ouais. Ouais. Ça c'était une anecdote. L'Oréal a fait beaucoup de nouvelles technologies. Renault qui a redesigné un de ses véhicules pour les pompiers et tout ça, Ouais, qui était très très exactement. cool. Avec un petit C'est centre ça. de commandement dans une 4L, revisité. C'était assez ouf. On vous mettra les photos et les vidéos, notamment. Moi, j'ai hâte que tu nous parles Bah, on du va y aller là, robot. justement. Ouais. Et par contre, un petit conseil, si jamais demain vous avez envie d'y aller, essayez vraiment. Il y a une journée ouverte, je crois, c'est le samedi où vous C'est le pouvez y samedi, aller je en tant crois, que ouais. particulier. Sinon, essayez d'y aller vraiment pendant la semaine, voir si vous pouvez pas y aller au travers de votre société, parce que le samedi, c'est blindé. Et- Donc, si vous nous écoutez en mode ouais, c'était cool et tout, voilà, juste petit warning là-dessus, c'est blindé en général sur la journée open. Et donc, le salon, il y a eu quelques annonces. Il n'y en a pas eu beaucoup, mais je vais vous donner rapidement les grands faits du salon. Je les ai peut-être pas tous, hein. Mais on va parler déjà de Tesla. Tesla qui a levé le voile de son cybercab. Il était bâché. Et à un moment, bah, ils l'ont débâché. Je sais pas, il y a plein de vidéos qui ont popé. Parce que moi, je me souviens que quand je bossais, donc j'ai pas pu être là quand ils ont débâché le truc. Mais je me souviens être passé devant et que c'était bourré de journalistes, de gens avec leur téléphone, bref, qui filmaient. Donc, c'est quoi? C'est un taxi autonome? C'est un taxi autonome. Alors, ils appellent carrément ça un robot taxi. Moi, j'ai toujours un peu de mal parce que je trouve que ça fait quand même très bagnole. Ça fait très Tesla, en fait. Ça fait véhicule. C'est marrant, c'est Tesla. Voilà, exactement. C'est un véhicule qu'on nous dit qui sera aux alentours des 30 000 $, d'après ce que je comprends. Les équipes de Tesla, ils sont assez contents parce que Elon Musk aussi a lancé des bonnes nouvelles. Il parle d'une production en série pour 2026. Donc, c'est déjà demain. Ça, c'est les promesses d'Elon Musk, vous le savez, avec Ouais. l'épisode dédié à On devrait créer un Tesla. jingle, le warning Elon Ouais, Musk grave, à chaque fois. oui, grave. This Alors- is Elon Musk. Il a essayé d'argumenter quand même ça autour de deux bonnes nouvelles. Il dit déjà que, il y a l'apaisement entre les relations commerciales entre la Chine et les États-Unis, les fameuses taxes qu'on n'arrête pas d'entendre parler, qui sembleraient se détendre. Tesla aussi a célébré une autre bonne nouvelle. Les premiers modèles Y sans chauffeur ont été aperçus le 10 juin sur les routes texanes. Et en fait, ils souhaitent débuter le service de robot taxi pour le 22 juin. Alors, tu vas me dire, ouais, c'est quoi le rapport entre les deux? Bah, c'est que justement, le fait qu'on puisse voir des modèles Y commencer à rouler de manière totalement autonome, bah, fait en sorte que ça sert un peu pour le robot taxi. Ça va permettre de facilement pouvoir l'inclure dans la route et que ce soit déjà un petit peu validé auprès de tout ça. Et à Vivatech, du coup, Tesla était exposant. On pouvait monter dans la Model Y. Je sais pas s'il y avait le Cybertruck, je suis pas allé voir. Non, pas de Cybertruck cette année, parce que c'était vraiment autour du Cybercab. Cab. Il y avait juste le modèle Y qui passe en édition 2025. Et moi, j'ai pu monter. Je fais partie des rares personnes qui ont eu la chance de pouvoir monter dans le Cybercab. Et alors? Bah, c'est une voiture sans volant, avec juste de très bons sièges en cuir, avec un accoudoir en cuir. Il y a une vidéo, si vous voulez, sur ma chaîne, où on essaiera peut-être aussi de la mettre sur le Insta. Voilà. J'attends, c'est très pragmatique. Non, mais en vrai, je t'avoue, je pense que même un passionné d'automobile, il n'y a rien de bandant, parce qu'en fait, il y a un écran au milieu. Oui, Mettre c'est deux tout. sièges. ouais, ouais, T'as ouais. une plage de Un bord, accoudoir. ouais, c'est tout. C'est tout, vraiment. Et par contre, ce qui C'est m'a un canapé choqué, avec un écran. ouais, je sais pas si vous avez peut-être le tenant et les aboutissants de tout ça. J'ai juste pas compris pourquoi il y avait que 2 places. C'est juste pour avoir plus de place derrière, pour avoir des valises et tout. Mais ils veulent juste faire un Ok. truc plus petit. Parce qu'en fait, vraiment, il n'y a pas d'habitacle arrière. Ah oui, non, il n'y a C'est- rien. Y a rien. Enfin, en fait, t'as C'est un peut-être coffre plus pour le qui coffre se, qui est grand, qui se quoi. déploie pour que tu puisses mettre tes affaires Ouais. dedans. C'est Mais un c'est un- Sohaillon, c'est un c'est format déplace. Haillon. Non, je crois que c'est comme sur le Cybertruck. En fait, c'est un truc qui se. Ah ouais, j'ai pas du tout regardé moi sur les rail. annonces. Et en fait, je crois qu'ils se sont rendus compte que, notamment en Californie, on parlait des technologies Waymo dans un épisode basé sur les projets futuristes qui existent déjà. En fait, limite, t'es 1 ou 2 dans un taxi, pas plus, généralement. Puis même quand tu prends un Uber, aujourd'hui, t'es parfois 1, 2. C'est rare que t'aies des vannes. Et ils ont peut-être essayé de bosser le truc aussi pour pouvoir utiliser l'espace à meilleur escient, pour pouvoir mettre plus de base
batterie et donc augmenter l'autonomie. Je sais pas, j'ai pas du tout regardé moi les spécifications et comme d'hab, de toute façon, je vais attendre que ça sorte parce que pour moi, les promesses d'Elon Musk, à un moment donné, dévoile et laisse le produit faire lui-même sa pub, tu vois. Après, je suis mauvaise langue parce que, outre le Cybercab, il y avait un autre élément, un autre produit Tesla qui était là et qui était juste pour moi cantonné dans un coin, malheureusement, sous cloche. C'était l'Optimus G2. Optimus Prime. Voilà, qu'on a pu voir, mais qui ne faisait rien. Voilà, Parce qu'il était sous verre, ouais, c'est ça. Exactement. Et du coup, ça en arrive à mon anecdote. Heureusement, j'avais fini mon taf et du coup, je me baladais dans les allées et je tombe sur le stand Unitree, donc les Chinois qui font de la robotique. Et il se passe un truc assez dingue. Il y a un des mecs de chez Unitree qui, je sais pas pourquoi, décide de complètement partir d'éther avec un robot qui télécommandait parce que les robots étaient télécommandés. Et en fait, il part du hall. Un robot humanoïde, hein. C'est Ouais, un robot qui fait à peu près ta taille quand même. Exactement. Un robot qui fait 16 000 $ déjà pour poser le truc, quoi. Et le mec décide de partir avec le robot télécommandé. Il part pleine balle, déterminé. On vous mettra la vidéo sur Insta. C'est légendaire. Hilarante, hein, pardon, hein, mais la démarche, faut que je trouve les toilettes au plus vite parce que j'ai le caca au cucu. La démarche me tue de rire. Et tu sais, les bruits de passe, ça ressemble, il y a un air de Robocop. Ah tu te ouais rappelles le son design un peu de Robocop? Alors beaucoup moins lourd parce que le robot est beaucoup moins fat, mais il y a ce feeling-là de la démarche du robot qui fait ce bruit-là de pas. C'était lunaire. Et donc, j'adore. J'ai un réflexe, je sais pas, enfin c'est cool, mais je décide de le suivre. Je l'accompagne. Parce qu'en vrai, j'aurais pu le voir marcher, filmer un peu et je sais pas pourquoi, je le suis par instinct, je vais l'accompagner et je le vois, il monte les escalators. Alors on voit que l'opérateur le tient juste pour l'aider à monter l'escalator parce qu'effectivement, après, tu sais, il y a la descente de l'escalator qui aurait pu être ouf. Ce qui est dingue, c'est la réaction des gens tout autour. T'as les gens qui sont complètement aussi amusés, qui sortent leur tel pour filmer et t'as des gens qui sentent pas arriver le robot qui est derrière leur dos et qui se retournent et qui sursautent un petit peu parce que ils étaient pas prêts, quoi. J'adore ce monde. Et le mec, donc, fait une centaine de mètres déterminé et il décide d'aller sur le stand de Tesla au calme. Il passe devant tous les employés du stand et tu sens que chez Tesla, personne n'est au courant. Ils sont abasourdis. Ils sont pas prêts. Ils savent pas comment réagir. Ils lui ouvrent le chemin et juste ils le regardent en mode, mais c'est... Oui, ok, vas-y, fais ta vie. Et je peux te donner une autre anecdote juste pour te faire comprendre à quel point ils ont pas pu réagir. C'est que sur le Cybercab, à un moment, il y a une jante qui tombe. Et ça m'a fait rigoler parce que j'ai pensé, tu sais, au gros plat de couscous, tu sais, que tu mets pour une vingtaine de personnes dans les mariages que tu manges à la main et tout. Le truc tombe. Il y avait des gens qui étaient en train de filmer et je vois la pauvre RP que je salue et que j'embrasse parce qu'elle a été cool quand même. Voilà, elle m'a fait rentrer dans le Cybercab, qui essaie de se mettre devant les caméras pour dire salut. Non merci, on ne filme pas, tu vois. Mais non. 5 minutes, laissez-nous, tu vois. Genre le gros malaise. Et là, le robot, il arrive, il prend tout le monde par surprise. Et le mec, le pire, c'est qu'il, vous voyez bien la vidéo, il prend le temps de retourner le robot, de lui faire 4 pas sur le côté. Il se pose devant l'Optimus. C'est ça le truc le plus insolent, c'est qu'il le met vraiment devant l'Optimus en mode frérot, moi je marche. Ouais. Pendant que toi t'es dans ta boîte à chaussures transparente là. Et c'est dommage que j'étais sûr parce que en fait au moment je tourne pour montrer aux gens quand même qu'il est télécommandé pour montrer que j'essaie pas de bullshiter la vidéo aussi de mon côté, mais je le vois, il lève la main et il fait un salut et ça je l'ai pas sur la vidéo, c'est dommage. Il fait juste un coucou et il repart. Comme si de rien n'était. Et t'as les employés. Le move est légendaire. Et pendant toute la vidéo, enfin de la partie où ils sont sur le stand de Tesla, tu vois les employés de Tesla qui regardent. Et putain, il y en a pas un qui parle, juste ils sont en train de se guetter en mode. Ils sont sidérés. Ils sont sidérés par le truc. Ils sont vraiment pris de court parce que tu te dis putain, c'est un robot concurrent techniquement, le laisse pas rentrer sur le stand. Sauf que là, mais non. En même temps, tu te dis qu'est-ce qu'il peut faire? Tu sais, si le mec, il le bouge un peu manu militari, ça va mal le faire, tu vois. L'employé de Tesla qui lui met un high kick. Qui le balaye. Ou sinon, le robot qui vient, qui attrape les mecs. Grave. Tu le soulèves par l'avance. En fait, je pense même si à un moment, ils ont quelques secondes de réflexion, en fait, tu peux rien faire. Tu peux pas virer le mec comme ça d'un coup. Je pense que tu essaies juste de faire bonne figure et tant pis, quoi. Non, le réel m'a vraiment tué derrière moi. La démarche incroyable. Et puis même le culot de se déplacer sur le stand de Tesla. C'est ça. Et la dernière annonce quand même qui a été très on va dire sollicité, enfin en tout cas qui a fait son petit effet, c'est que donc Mistral, il a été, on va dire aussi très chaperonné parce que c'est la pépite française et tout ça, donc on l'a mis dans les meilleures conditions. Il est monté sur scène avec le gars de Nvidia et Emmanuel Macron, bref. Mais eux, ils en ont profité aussi durant cet événement de présenter leur nouveau modèle qui s'appelle Magistral. Je trouve que en termes de nom, ils sont trop forts. Moi, j'aime beaucoup le terme. Et en fait, Magistral, c'est quoi par rapport aux autres? C'est que lui, c'est un modèle d'intelligence artificielle
qui est conçu pour avoir de la réflexion. En fait, il utilise une technologie qui s'appelle la chaîne de pensée. Et en fait, quand tu vas lui demander un truc, il va mettre tout un raisonnement en route pour répondre à ta question. Il va pas juste faire de la prédiction de texte, comme le fait par exemple le chat de Mistral, leur modèle de base. Là, vraiment, tu vas avoir une réponse qui va être beaucoup plus longue à mettre en place, mais qui va être beaucoup plus raisonnée. Il y a 2 versions disponibles pour ce Magistral. Tu as le Magistral Small, qui est une version open source que tu peux installer. Pour anecdote, j'ai essayé de le mettre sur mon MacBook M1 Pro, et le bordel, mon MacBook était un peu sous-dimensionné. J'ai vu mon CPU monter à 200%. J'ai senti le MacBook chauffer comme PLS. Jaja. Donc, c'est aussi, je l'ai fait un peu comme un teubé. C'est-à-dire qu'en fait, c'est indiqué qu'il faut au moins une 4090 de chez Nvidia pour le faire tourner avec 32 Go de RAM. Moi, j'avais mon petit M1 Pro avec mes 16 Go de RAM. Il a fonctionné, mais c'était très long, c'était très lent. Donc je l'ai interrompu, j'ai pas laissé aller au bout du truc, mais c'est installable sur des machines, c'est un peu ça que je voulais vous dire. Et bien sûr, ils ont un autre modèle, une autre version qui est le Magistral Medium, qui cette fois-ci est orienté pour les entreprises. Et c'est ça un peu le move qu'est en train de faire Mistral, c'est qu'ils sentent qu'ils peuvent pas concurrencer ni un OpenAI, ni un Gemini et tout. Et du coup, ils migrent vers le B2B en disant... S'intégrer dans des outils pro. Pro. C'est ça. Et c'est de dire à vos entreprises, on vous met Mistral, l'intelligence artificielle, notre intelligence artificielle, dans votre entreprise, cloisonnée, pour que vous puissiez utiliser une IA qui soit d'un gabarit assez bien par rapport à un chat GPT et autres, mais de manière sécurisée et conforme au respect de la confidentialité. Donc voilà, ils sont disponibles. On peut y accéder, on peut les acheter si vous êtes une entreprise. Donc, c'était les grandes annonces de ce Vivatech. Tu l'as trouvé comment, du coup, au Vivatech de manière générale, toi qui l'as vécu un peu plus de l'intérieur Eh ben, écoute, quelques mots. En quelques mots très rapides, ce que j'ai aimé dans cette édition, c'est que avant, comme tu le disais, il y avait les premières éditions avec de l'IA où tu sens qu'on met de l'IA partout parce que c'est le buzzword. Et là, pour le coup, on commence à rentrer vraiment dans la mouvance qui est actuellement dans l'IA. C'est l'IA agentique, l'IA qui va servir à faire des choses. Et en fait, on parle plus de dire « oui, il y a de l'IA ». Non, là, on te dit « il y a de l'IA, mais qui va pouvoir servir telle chose au niveau des ressources humaines ». Il y en avait même pour les créatifs. Un qui disait nous on a créé une IA, c'est un tableau blanc et c'est toi qui vas pouvoir itérer ton truc et l'IA va t'assister comme un peu dont on a parlé dans l'épisode. Il va venir assister ta création, mais tu restes propriétaire de ta création et leur IA ne va par exemple pas se servir de tes créations pour s'entraîner, des choses comme ça. Il y a tout un respect, cette fameuse gouvernance tant par les pays que par les entreprises. Donc je trouve qu'on arrive dans un truc IA rationnel, tu vois. Il y a de l'IA, mais pas à toutes les sauces, pas à tout n'importe comment. Peut-être à toutes les sauces, mais en tout cas à des sauces sur lesquelles il y a des impacts réels pour les entreprises. Xbox s'est associé à ROG Asus, c'est un peu leur partie gaming pro. ROG Republic of Gamer. Pour exactement, c'est vrai. Et ils ont fait du coup une console portable. Ils ont annoncé, alors il y a déjà la ROG Ally qui existe, mais là ils ont fait la ROG Xbox Ally pour faire une version avec Microsoft en fait. Alors on va en parler parce que en fait il y a la partie hardware qui est assez intéressante, la partie logicielle qui l'est encore plus, et en fait au travers de ces aspects-là, Microsoft ils ont commencé à dévoiler une stratégie qui est assez intéressante et sur laquelle on avait déjà débattu dans les précédents épisodes, si vous vous rappelez, quand on parlait du Steam Deck et de tout ce qui est expérience de cloud gaming, etc. On vous mettra la photo sur le compte. Je suis un peu déçu du design. Alors faut voir, parce que j'ai entendu pas mal de choses. Déjà, il faut savoir qu'il y a 2 consoles qui sont sorties, qui sont globalement, visuellement assez identiques, mais à part une qui est noire, et l'autre qui est blanche. Voilà, la version plus haut de gamme, plus performante, qui est la noire, et la blanche qui est un peu moins bonne. Pour la plus bas de gamme, on est sur un processeur AMD Ryzen Z2A, donc avec 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go. Pourquoi est-ce que je parle des specs techniques? C'est qu'en fait, il y a un truc que j'ai pas tout à fait compris pour le move de Microsoft, c'est qu'en fait, quand tu regardes les specs de la version entrée de gamme comparée à la version extrême, la version entrée de gamme n'a pas vraiment de raison d'exister quand tu regardes. Puisque l'architecture... T'as les différences de prix On n'a pas de prix officiel. Ok, d'accord. Actuellement, on estime qu'on serait à peu près autour de tout ce qui est Asus Extreme, avec le processeur Z1 Extreme, donc autour des $1000, 1000 euros. 1000, ah ouais. Ça devrait être autour pour la version la plus haut de gamme. Celle d'en dessous, je pense qu'elle devrait arriver en face du Steam Deck en termes de prix, puisque donc, a priori, 500 et 1000 environ. Entre 500, 600 et 900 000, je dirais.
Ok, pour la d'accord. version haut de Ah gamme. ouais. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si tu regardes du coup sur la partie bas de gamme, tout ce qui est mis à part la RAM, où il y a un peu plus de RAM comparé à un Steam Deck, globalement, le reste, c'est à peu près identique. On a à peu près la même batterie, voire un peu plus faible. On est sur du 60 Wh. Et de la RAM en LPDDR5X à 6400 mégatransferts par seconde. Et globalement, c'est bien pour du gaming en 720p. Ce que fait le Steam Deck aujourd'hui, on est sur du 800p à peu près. Et ça, c'est pour la bas de gamme. pour la bas de gamme. Ok. Et l'écran, on est sur un écran, alors un très bel écran en 1080p, 120 Hz, FreeSync Premium, Variable Refresh Rate, machin. 50, OLED ou LCD? Justement, sur aucun de ces deux modèles, il y a du OLED. Donc en fait, tu es sur un écran qui est beau, a plus de résolution et qui a plus d'images par seconde, puisqu'on est sur du 120 comparé à Steam Deck qui a du 90. Par contre, c'est pas du OLED. Ah ouais. Et je me suis demandé pourquoi est-ce que sur la version haut de gamme, vous ne mettriez pas directement un écran OLED. Surtout si on estime qu'il y a 500 € de différence, tu fais un vrai pas différenciant. Et la version bas de gamme, enfin bas de gamme, entrée de gamme, ne sera pas, mis à part pour certains jeux, tu ne pourras pas tourner du AAA en 720p dessus. Enfin, en 1080p, pardon. Bah ouais, et le puis, hardware est prévu pour le 720. C'est ça, et puis en vrai, 120 FPS, pour pouvoir faire tourner un jeu à 120 FPS, Ouais. l'écran c'est cool qu'il le propose, mais bon, après, il faut avoir les ressources derrière. Et Quoi. globalement, ce sera beau dans les menus, quoi. C'est un peu ça qu'il Bah faut ouais. se dire. Et comparé à l'autre, donc la version plus haut de gamme, où là, on est sur un Ryzen AI Z2 Extreme avec 24 Go de RAM. Alors, je rappelle, la RAM, elle est partagée avec la VRAM pour la partie graphique. 1 Tb de stockage en SSD. Et cette fois-ci, la RAM, elle est à 8000 mégatransferts. Donc, tu es carrément à un tiers plus rapide que la RAM du modèle précédent. Et elle, là, pour le coup, on est sur quand même quelque chose d'assez solide au niveau des performances, puisque là, on est sur un processeur, je crois qu'il y a 16 cœurs graphiques, quelque chose comme ça dedans. Donc, on est vraiment sur quelque chose d'assez solide pour faire tourner même du AAA en 1080 sans trop de problèmes. Pour un périphérique portable, c'est quand même plutôt agréable. Et on est sur une batterie de 80 Wh, contrairement à la 60 du modèle précédent. Donc, vraiment, en fait, quand tu mets tout ça bout à bout, tu te dis, mais pourquoi faire un modèle d'entrée de gamme, puisque de toute façon tu ne peux que être déçu quand tu l'achètes, et à ce prix-là autant acheter directement le Steam Deck, puisqu'on est sur la même architecture avec un meilleur écran. Et tu connais les différences avec la ROG Ally classique, pas Alors, celle des Xbox? J'ai pas regardé parce qu'en fin de compte sur la partie hardware c'est pas très intéressant. Là où ça devient d'accord. intéressant, outre le fait qu'il y a des ports différents, globalement il y a un port USB 4 sur la version haut de Oui, gamme et t'as un comparé à petit d'autres. bouton Xbox qui a été rajouté dessus. Exactement, Parce mais que- ce bouton Xbox il est là pourquoi ? Parce que c'est du Windows derrière. Et oui. Et vous allez me dire, ok, Rewan, super, mais ça a toujours été du Windows. En fait, il n'y a que Steam qui a son propre OS, à part la ROG, la Legion Go, pardon, qui elle avait la version compatible SteamOS, qui est une console vérifiée par Steam. Pas tout à fait, puisque c'est la première fois sur une console portable que les équipes Xbox ont bossé sur de l'optimisation de Windows. C'est pas Windows même, mais par contre, c'est une interface. C'est une surcouche. C'est même pas une Xbox. surcouche. Xbox. Il y a eu un travail de fond Ok. sur l'OS Windows pour proposer une expérience orientée gaming, c'est-à-dire qu'il y a tout un tas de services qui ont été désactivés Ouais. quand tu es en mode console portable pour libérer de la ressource et optimiser l'utilisation dans le cadre d'avoir des paramètres graphiques plus intéressants et surtout une meilleure autonomie. Ça, c'est très fort. Ça, c'est fort et surtout, on a parlé depuis un petit moment de toute la stratégie de Steam pour essayer de concurrencer le gaming sur Windows, puisque je rappelle à la base, Steam OS existe parce que Gabe Newell avait peur que Windows soit tellement mauvais et les gens fuient tellement de Windows quand la mise à jour 8, Windows 8 est sortie et que l'interface était pourra avec niveau performance, c'était pas génial, qu'il s'est dit, bah Nick, je vais faire mon propre système d'exploitation. Et là, Microsoft, qui a déjà Xbox et qui a déjà tout un panel et qui a de la connaissance dans tout ce qui est hardware, dans ce qui est software et qui a déjà pas mal de choses côté cloud gaming et gaming en général, s'est dit, bah ok, pas de souci, je vais m'allier, je vais aller avec quelqu'un qui a de la connaissance sur le segment des consoles portables et on va bosser ensemble. Et c'est ça qui est assez fou. Donc on se retrouve sur, je sais pas, t'as vu des photos? Vous avez vu des photos un petit peu de Ouais, j'ai l'interface vu des ou pas photos. du tout J'aime beaucoup l'interface. En fait, ça fait l'impression, ça donne l'impression plutôt que c'est un menu Xbox d'une console Xbox, quoi. C'est Et c'est exactement trop bien foutu. la stratégie. Vous avez tout. En fait, t'as tout dit dans cette phrase, c'est que globalement, la stratégie avec ça, c'est que n'importe quel écran peut devenir une Xbox. Ils ont déjà le cloud gaming, ils ont le Game Pass. Donc aujourd'hui, tu veux sortir, faire du cloud gaming, tu peux, pas de souci sur ton téléphone. T'as pas internet ou tu veux une console portable, pas de souci. On te donne l'alternative possible. Et surtout, si cette optimisation-là, elle sort pour
justement cette Xbox Rogue Ally, potentiellement tu peux la retrouver dans Windows après. Je vais lâcher une dinguerie, mais chez Microsoft, ils ont des gens qui sont capables de faire des belles interfaces. Et j'en veux pour preuve, il y en a une, je sais pas si tu vas t'en rappeler, Rewan, Windows Media Center à une époque, ça c'était fou, hein, franchement. Moi je me souviens. Ah ouais, je me souviens pas du tout. Incroyable. Franchement, à l'époque, c'était un truc, genre tu te dis, mais pourquoi Windows a pas été pensé comme ça? Moi je me souviens de tous les trucs visuels quand tu mettais de la musique. Et c'est vrai que j'ai toujours trouvé les interfaces Xbox plutôt créatives. Ouais, très réussies, franchement. Je sais pas ce que vous en pensez, même par rapport à PlayStation, parce que j'ai un peu arrêté de suivre PlayStation. Bah franchement, moi qui utilise les deux, je trouve que j'aime beaucoup les deux. Ouais. Ça reste hyper lisible. Je sais qu'à un moment, Xbox s'est pas mal perdu sur la One quand ils ont apporté du coup cette nouvelle interface. Mais aujourd'hui, franchement, je trouve que c'est vraiment bien. Il y a rien à dire. Et c'est marrant parce que sur du coup la Xbox Rogue Ally, c'est quasiment la même chose. C'est ça. Et ça devient très ludique, exactement comme tu parlais de cloud gaming aujourd'hui. Moi, c'est marrant parce que j'utilise plus tant ma Xbox Series S. Par contre, ça m'arrive quand je suis en déplacement. J'ai toujours mon iPad, bah, je connecte une manette Xbox à mon iPad pour jouer en cloud gaming. Et alors, ça marche pas tout le temps. Dire, celle du Game Pass, elle est bien aussi. C'est la même ou pas? Et alors, c'est pratiquement pareil en vrai, il y a beaucoup de similitudes. Et surtout, ce qui est assez fou, tu m'as emboîté le pas, que si tu prends la Rogue Ally, t'as l'abonnement avec la Xbox où tu vas acheter le Game Pass, t'as tous tes jeux du Game Pass oui, c'est directement. Et tu vas me dire, mais Rewan, je suis d'accord, mais si demain je joue à mes jeux sur Steam, mais pas de problème, ils prennent en charge Steam nativement, c'est-à-dire que demain, toutes tes bibliothèques, t'as Battle.net, on te met Battle.net, t'as Epic, on te met Epic. Et c'est là où je faisais l'analogie avec ce dont on parlait au départ, où Steam propose déjà ce truc-là, même si c'est un peu plus compliqué à mettre en place. Là, Microsoft, ils te disent, on a la console, on a l'interface, et sache que l'interface de base, nativement, tu peux prendre en charge les launchers de tierces parties, tu peux mettre du Discord, tu peux mettre toutes ces choses-là. Ils ont décidé de se placer en éditeur, et on sent vraiment qu'en fait, eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'on ait tout partout, en fait. Ouais, c'est ça, ils ont créé une sorte d'agrégateur, histoire de faire le meilleur produit que tu puisses avoir en main, et un peu niquer Steam, finalement, sur leur console. En tout cas, en leur laissant la place, quoi. Ils n'avaient pas vu venir le segment du périphérique portable, et ils se sont dit, mais attendez, les gars, on est Microsoft, on a l'OS numéro 1 utilisé dans le monde, on a notre propre console, venez, on fait quelque chose de mutualisé. En fait, c'est ça que j'ai toujours trouvé fou, c'est que t'as la force de Microsoft qui a un peu Android finalement du PC, qui est déployé partout. Tu as Xbox qui sont finalement deux entités différentes avec deux équipes différentes, et ils ont jamais su faire un truc hyper bien. Tout comme j'avais pu prendre l'exemple il y a quelques années avec Sony, qui a toujours eu cette division PlayStation, etc., qui à côté faisait des smartphones, et c'était une catastrophe parce qu'ils n'arrivaient pas à allier les deux. Ils ont aussi Sony sur la partie musique, et tu sens qu'ils ça tâtonnait, ils avaient du mal à se mettre d'accord. Ils sont pas fusionnés, tu vois, ils travaillent pas ensemble en corrélation. Et avoir un projet comme ça, je trouve ça bien. Et c'est marrant que tu me parles de Android parce que j'ai l'impression qu'avec le monde du jeu vidéo, Microsoft et Xbox, surtout, ils veulent devenir un peu le Android du jeu vidéo en disant tu peux mettre tous les plateformes alternatives qu'il y a, on prend tout, on s'en fiche. Et c'est bien pire que ça, parce que je rappelle quand même qu'ils ont racheté Activision Blizzard et tout ça, donc maintenant ils ont des gammes de jeux, notamment de AAA, c'est un vrai développeur, ils ont du Bethesda derrière, donc Skyrim c'est chez eux, donc ils ont une force de frappe sur le jeu vidéo qui est énorme. Ils ont annoncé il y a pas longtemps qu'ils allaient rendre les exclusivités PlayStation disponibles aussi sur Xbox et vice versa, donc tu veux, mais c'est ça qui est fou, c'est qu'en fait je critiquais beaucoup Microsoft pour dire ils gardent leur truc dans le coin, et là en fait t'as l'impression qu'ils font un peu un retour en disant mais on veut casser les barrières pour les joueurs, ce qu'on veut c'est que vous soyez pas prisonnier de l'écosystème. Tu sais pourquoi? Ou vous adhérez uniquement à Xbox, uniquement à PlayStation. Ça, c'est les leçons tirées de la guerre des consoles. Ils savent qu'ils ont perdu la guerre des consoles et que ça sert plus à rien de se battre. Du coup, maintenant, ils disent allez, on est en mode décontracte, on ouvre tout. Et tacitement, j'ai l'impression qu'ils sont un peu en train de chier aussi sur Nintendo, qui elle garde son écosystème bien fermé avec les consoles de jeux. Après, Nintendo, sur les premières 24 heures, 875 000 consoles vendues. Ah non, mais je suis d'accord. Aux 100 000 de la PlayStation, tu te dis waouh. Tu sais que Nintendo, il y a eu des rumeurs comme quoi Microsoft a essayé de je sais plus si c'était même de les racheter, mais en tout cas quoi qu'il en soit ils ont essayé de se rapprocher pour leur dire vas-y venez on met le Game Pass dans votre Switch. Mais en fait si tu veux tout ce truc là, je pense que eux Nintendo, le segment de la console de famille etc., ils ont pas spécialement envie d'y aller. Eux ils veulent aller sur vraiment le fait de pouvoir jouer à tout ce dont tu as envie on the go, et du coup un truc qui est assez cool et que je reproche, qui est un petit peu la limite de SteamOS. SteamOS, c'est du Linux, et du coup, les systèmes d'anti-cheat pour jouer à du jeu compétitif, du Warzone, ça fonctionnera pas. Là, c'est du Windows. Pas de problème. Tu peux jouer à ton Warzone, tu peux jouer à ton PUBG, à tous les trucs où il y a un anti-cheat qui tourne au niveau du noyau. C'est du Windows derrière, il n'y a pas de problème. Tu peux même
passer sur Windows en branchant le dock. C'est-à-dire que malgré toutes les optimisations qu'ils ont faites au niveau des services, etc., tu peux retrouver ton bureau Windows en le branchant sur un dock et t'en servir comme un ordinateur de bureau, comme un ordinateur portable. Ils sont trop forts. Aucun problème. Par contre, les rumeurs disent aussi une chose, c'est que c'est pas la véritable console Microsoft. Qu'il y en aura une qui serait c'est dans sûr, les là cartons, c'est un partenariat et voilà. c'est là où je voulais en venir justement, c'est que je suis un peu déçu sur le produit. En fait, l'interface est cool et l'idée est majestueuse, mais en fait, l'exécution à travers une collaboration, je pense que c'est un premier pas, histoire de dire, on tacle le terrain, on vérifie mais en fait, pour moi, ils auraient dû mettre un putain de coup de pied en disant, regardez, ça c'est notre console. Faut regarder la photo. Je pense qu'effectivement, c'est un exercice de comment dire, pour voir valider le concept. Pour valider le concept et tout ça. Là, c'est quand même chunky. C'est vraiment mastoc. Ah oui. Mais par contre, mais c'est une ROG Ally en fait. C'est même plus stock que le Steam Deck. Et surtout, de ce que j'ai lu, ils ont voulu garder le feeling de la manette de la Xbox. Alors oui, par contre, t'as deux vraies poignées qui sont désolidarisées, les joysticks de la Xbox. Et en vrai, pourquoi pas? Parce que moi, de toutes les manettes que j'ai, je trouve que les manettes de la Xbox, de la toute dernière, des Series X et tout ça, c'est la meilleure. Ça ressemble un peu à la Portal en fait. Ils reprennent un peu le c'est un peu moins haut, mais c'est un peu moins haut. Et le Portal, c'est beaucoup plus léger parce que t'as pas tout ce qui est hardware vraiment très fort, puisque le Portal, c'est juste écran projeté. Il n'y a pas de grosse force de calcul dedans. Et donc, tu as toute cette optimisation qu'ils ont appelée d'ailleurs Windows Efficiency Improvement. Et si vous regardez l'annonce, il y a une petite note en bas de page que tout le monde n'a pas relevée sur les produits, notamment les optimisations qui étaient faites sur Windows, qui disaient « Great for handheld, like the Xbox Ally and X », donc très bien pour les consoles de portable, comme la Xbox Ally et la Xbox Ally X. Ce que ça veut dire potentiellement, c'est que comme Steam, avec sa stratégie de Powered by SteamOS, où il donne la possibilité d'exploiter le logiciel et de l'installer sur des consoles tierce party de manière certifiée, ça pourrait demain, nulle part. on pourrait avoir installé effectivement du Xbox OS, je ne saurais pas comment ils vont l'appeler, ou du Windows pour gaming ou un truc comme ça, sur d'autres consoles. Peut-être sur un SteamOS ou peut-être sur d'autres consoles comme chez Lenovo, etc., sur des consoles qui seraient adoubées véritablement. Mais pour moi, c'est ça, c'est la force de Microsoft aujourd'hui d'avoir Microsoft et Windows pour être déployés sur tous les PC. Pourquoi ils font pas ça sur les consoles? Et c'est en ça où je te disais que la plus grosse news, c'est pas la console. C'est vraiment tout le travail de fond qui a été mené. C'est l'idée de dire on est l'Android du jeu vidéo. C'est ça. Et trop fort. Les questions qui se posent, alors encore une fois, il n'y a pas eu les tests en live, il y a eu des gens qui l'ont testé, qui ont fait des retours à chaud, mais qui n'ont pas filmé, qui n'ont pas eu le droit de faire une revue complète. Il y a des questions qui se posent notamment sur les mises à jour. On sait que c'est un problème un peu chez Microsoft, tu vois, la tendance à faire des mises à jour qui viennent fumer un peu la console, ou tu as des rollbacks à faire, etc. Et comment est-ce que tu fais quand tu passes, tu sais que tu actives les services de Windows quand tu passes en mode bureau, est-ce que ça repasse bien en mode console, ce genre de choses, une fois que tu débranches le dock? À voir, je me tâte très sérieusement à en prendre une, même si je viens d'acheter un Steam Deck. Je me dis peut-être je le file à madame, le Steam Deck, et moi je bosse là-dessus tranquillement de mon côté pour faire mon petit test et à m'affranchir un petit peu des limites. Tu prends pendant les 2 semaines d'essai et puis non, moi je dis maintenant que tu fais Bubble, tu peux justifier, c'est pour le travail. C'est pour le travail, c'est vrai, c'est que du test. Trop fort. Finalement, je voulais terminer avec une petite note pour essayer d'imaginer possiblement le futur du trailer, parce que c'est vrai que c'est un truc qu'on regarde de moins en moins, je trouve. Enfin, c'est vrai qu'il y a eu une grosse tendance où je regardais beaucoup, mais il y a et maintenant un peu moins sur les trailers. Et tu vois, par exemple, moi, pour qu'il y ait des attentes, tu vois, même si je sens que ça va flopper, le DC de Superman, là, putain, ils sortent 4 versions de trailer. C'est vrai que maintenant, il y a beaucoup de déclinaisons. En fait, tu vois le film, quoi, où tu vois tous les moments clés du film. Alors, il y a des films où c'est clairement ça, il y a tout dans la bande-annonce. Et en fait, Apple, vous savez, mise beaucoup sur leur film Formula One, qui est devenu leur propulseur de plateforme un petit peu sur Apple TV, même s'il sortira pas dans un premier temps sur Apple TV, mais bien au cinéma. Produit par Jerry Bruckheimer, même Lewis Hamilton qui a bossé dessus. C'est les équipes de Top Gun, c'est les équipes de mon film de cœur, Jour de tonnerre. Bref, c'est le film apparemment qui va bousculer un petit peu les codes de l'automobile, même s'il y a eu quand même des retours un peu mitigés. Mais bon, ça, on se prononcera quand on aura vu le film. On avait déjà vu des scènes de tournage, puisqu'ils ont vraiment tourné véritablement sur les grands prix, sur les grilles, etc. Avec les pilotes et tout. Et ce qui est fou, c'est qu'ils viennent de sortir une nouvelle bande-annonce. Du coup, tu le disais, Mathieu, il y en a beaucoup. Là, ils en ont sorti une nouvelle que tu peux regarder sur l'application Apple TV avec ton iPhone. Et en fait, tu vas avoir
un retour haptique, donc des vibrations à certains moments Cool. du film, un petit peu comme si tu regardais en 4DX avec ton fauteuil qui bouge. Oui, etc. comme si tu étais en train de jouer à un jeu vidéo et que Comme si tu tu tires, regardais t'as les vibrations dans ta exactement. manette et tout C'est ça. ça, et je trouve que ça donne une immersion hyper cool. Alors, est-ce que c'est le futur du trailer? Je sais pas. C'était un petit peu pour vous attirer, vous savez, un petit peu les mécaniques, mais j'ai trouvé ça hyper cool comme nouvelle façon de faire, et je suis pas sûr que ce soit techniquement hyper compliqué à faire. Enfin, tu vois, c'est un peu comme si tu bossais du Dolby Cinéma avec le Dolby Vision et tout ça. Le Puis Dolby c'est après Atmos. coup, ils rajoutent voilà, et disent et tu le vibre à rajoutes. telle intensité à tel moment du trailer. Exactement, et voilà. c'est ça. Et je trouve que ça rajoute un vrai truc sur le téléphone. T'as bien aimé toi Franchement, j'ai vraiment kiffé. Alors, c'est gadget, enfin, tu vois, en vrai, tu peux t'en passer. Mais le fait de l'avoir, tu te dis, bah, en fait, pourquoi c'est pas comme ça depuis le début? Mais alors moi, si tu veux, moi il y a deux trucs. Je comprends pour le délire de dire voilà, on l'a fait, on n'est pas comme tout le monde, on a fait un trailer où t'as du retour haptique. Mais il y a deux choses qui me gênent. Un, les trailers, tu vas pas les regarder. Enfin, c'est rare que tu les regardes ou que tu les découvres plutôt sur Apple TV. Moi, en général, je les découvre sur YouTube. Et sur YouTube, c'est rare que je le découvre sur mon téléphone ou sur la télé. Donc le retour haptique, j'en ai pas grand chose à foutre. Du coup, Apple là permet essayer de rediriger l'audience en disant Mais c'est ça. viens la voir sur Apple TV. Exactement. Et c'est C'est ça. smart. Alors maintenant, aujourd'hui, l'application Apple TV est un peu hybride parce que c'est à la fois un agrégateur que tu as sur ton téléphone. Si tu es connecté à Netflix, Prime Video et tout ça, sur l'application Apple TV, tu peux directement continuer tes séries sur les différentes applications. Donc en fait, l'idée, c'est d'avoir uniquement l'application Apple TV que tu vas ouvrir, et ensuite, de cette application, tu bascules de l'une à l'autre. J'avais pas cette info, moi je suis Et, Android, hein, mais je savais pas que du coup tu pouvais te retrouver, enfin t'avais beaucoup plus de chances véritablement d'être dans l'application Alors, Apple il TV. y a ça, et il y a aussi le fait que c'est un film produit par Apple, donc la tête d'affiche et les trailers sont sur Apple TV, et l'idée c'est de dire notification à tous les amis qui ont un iPhone, regardez la nouvelle bande-annonce. Ouais. Donc bien évidemment ils en jouent comme quand ils en ont joué au Grand Prix de Monaco, avec des affiches partout, avec le La carte redesign, et tout etc. ça. d'Apple Maps. Je trouve que c'est un move stylé. Ils peuvent se le permettre parce que c'est Apple et parce que c'est un film qu'ils veulent mettre en avant, et puis bon, Tu peux c'est juste Brad Pitt, pitcher machin. le pitch parce que moi j'ai pas du tout suivi. Alors c'est Rapide. simple, c'est dans le monde de la Formule 1 aujourd'hui que tu connais, donc tu vas retrouver des pilotes avec les Charles Leclerc, Max Verstappen, c'est la vraie grille. Ouais. La seule différence, c'est que tu as une autre écurie qui est sur place, Ah oui. qui s'appelle Apex Grand Prix, et en fait Apex GP va recruter un ancien pilote qui est un peu sorti de nulle part, qui est un vieux bonhomme, etc., qui est Brad Pitt, et ils vont le ramener sur la grille de Formule 1 pour qu'il puisse devenir un grand compétiteur d'un autre gars. En gros, le mec il a le permis rose quoi, il fait un comeback quoi. Exactement, il fait son énorme comeback, et il y en a beaucoup qui disent putain mais genre c'est quoi ce mec qui est has-been. sorti de nulle part, machin, c'est un énorme has-been de je sais pas quoi. Et du coup la prouesse un petit peu là-dedans, c'est qu'ils ont récupéré un petit peu les technologies qu'ils ont utilisées sur Top Gun Maverick, donc avec bon là c'est des vrais des vrais Formule 1 par contre qui ont roulé, c'est pas des Formule 1, c'est des Formule 4 qui ont été un peu débridés, mais Brad Pitt a vraiment roulé avec cette bagnole, il a fait des sessions de training, etc. Donc il y a un vrai truc d'authenticité dans la production. Ils ont récupéré des vraies images de Formule 1, ils ont tourné, comme tu disais Rewan, sur les vrais circuits avec les vrais pilotes. Alors, pendant des vrais événements, mais pendant les vrais événements, ouais. T'avais genre vraiment le tour de parade et tout, ils ont vraiment tourné pour de Exactement. vrai dans le cadre d'un vrai Grand Prix. Ils sont C'est ça. sortis évidemment au moment Mais ils n'étaient pas avec les vrais pilotes Oui, oui. dans certaines, enfin pas dans le cadre d'un vrai Grand Prix, mais par contre ils se sont mis sur la grille de départ avec Ouais. les autres pilotes dans les Ils ont sessions essayé de d'essai et tout coller ça. au réel. Exactement, ils ont vraiment ajouté une nouvelle écurie à l'intérieur, donc ça sera le film événement d'Apple, à voir ce que ça va donner. Moi en grand fan de Formule 1 bien sûr, j'ai hâte de voir C'est ce ce que que ça j'allais va dire. donner. Avec toutes Mais, les bandes annonces que vous faites et tous les moyens que vous mettez, faites pas de la merde. Hein. Bah, Ne sortez pas un truc machin, parce qu'on les voit, les Netflix et tout, là, à s'arranger avec la réalité quand il faut, même si la réalisation est très bien. Attention. Il y a deux sons de cloche. Il y a le son de cloche de Lewis Hamilton qui a produit en disant que c'est le meilleur film avec la meilleure immersion que vous pouvez voir dans tout le domaine du Tu cinéma. m'étonnes, il a mis des Et il y a dedans. un Charles Leclerc qui, bon, du coup, tous les pilotes ont eu l'occasion de voir le film en avant-première, qui dit ouais, bon, bah, c'est un bon film, mais c'est Hollywood, quoi. Ok. Donc, à voir ce que ça va donner, mais je voulais vous en parler parce que c'est marrant et intéressant. Voilà pour les actus de la semaine, et si vous pensez qu'on n'a pas suffisamment parlé d'Apple, eh bien jeudi, on plonge dans les annonces de la WWDC 25, la conférence développeur d'Apple, où ils ont levé le voile plutôt sur iOS 26, macOS 26, Apple Intelligence, on va parler de tout ça. Et derrière les paillettes, Kevin, un design unifié et un nouveau look liquid glass translucide, se cache aussi un manque de cohérence, d'équilibre, sacrifiant l'ergonomie et une vision de l'interface qui commence à me faire douter plus d'un, dont moi, et on va en
parler. Est-ce qu'Apple ne serait pas en train de s'éloigner de l'essentiel? On vous raconte tout ça sans filtre dans un épisode spécial WWDC à ne pas manquer. Merci les osios et à jeudi dans Bubble. Yes, Merci à toi. bye. Ciao.